7h30, bienvenue sur BFM TV. Si vous nous rejoignez à la une, nous ne voulons pas de matin aussi tragique qu'aujourd'hui. Volodymyr Zelensky qui s'insurge après les frappes russes sur Odessa, dans le sud du pays, alors qu'à l'est, les séparatistes affirment avoir encerclé Lysychansk, ce que dément l'armée ukrainienne. Les détails dans ce journal avec Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes et internationales. Dans l'actualité également, une trentaine de manifestations pour le droit à l'avortement prévues aujourd'hui dans plusieurs villes de France. Image ici en direct, vous le voyez, à Paris. Le cortège qui doit arriver au Trocadéro. Pourquoi cette mobilisation? Nous serons sur place avec Sonia Carnero en Tunis. À la une également, les premiers départs en vacances pour ce début juillet. Selon Buson Futé, c'est orange au niveau national dans le sens des départs. Est-il possible de faire ces longs trajets avec un véhicule électrique? Focus dans cette édition. Tout d'abord, le point sur le conflit en Ukraine et les séparatistes soutenus par l'armée russe qui ont affirmé aujourd'hui avoir totalement encerclé la ville de Lysychansk, ville jumelle de Severodonetsk dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, une ville clé au cœur de ces intenses combats ces derniers jours. Faux, déclare par ailleurs l'armée ukrainienne. Patrick Martin-Genier, dans le Donbass, il y a aussi la ville de Bakhmout qui a été bombardée hier. Quelle est la stratégie russe, s'il y en a une, dans cette zone de l'est de l'Ukraine? La stratégie russe est toujours la même, c'est essayer de prendre ville par ville pour avoir la totalité, le contrôle de la totalité du Donbass et de Donetsk, de cette région en réalité, et de Lugansk. L'objectif, c'est bien de conquérir ces villes qui sont quand même des lieux tout à fait stratégiques. On l'a vu pour Severodonetsk et on le voit également pour Lysychansk. Ce sont des nœuds ferroviaires, ce sont des grandes villes, ce sont des villes qui font office de quasi-capitale des régions. Et donc l'objectif, c'est bien de conquérir la totalité du Donbass, car les Russes savent très bien que sans la conquête de ces villes, eh bien, la conquête du territoire, la maîtrise du territoire sera extrêmement difficile. Et c'est un objectif politique. Aujourd'hui, on a dit qu'ils voulaient se concentrer sur le Donbass. Il leur faut absolument une victoire. Et on voit que cette victoire tarde à venir. On voit, Patrick, qu'on est dans une guerre de communication. On a d'un côté les séparatistes pro-russes qui disent « ça y est, on a encerclé la ville de Lysychansk » et puis à l'instant, donc Kiev qui dément cette information. Oui, parce qu'on est dans une bataille de communication, cette guerre. C'est évident que les Russes ont tout intérêt à dire qu'ils ont pris cette ville, qu'ils sont en situation de maîtriser, mais en même temps, les Ukrainiens résistent de façon extraordinaire. Donc il y a un pilonnage de la ville. Les maisons brûlent les unes derrière les autres, les blessés doivent être mis aux abris, et donc il y a une guerre de communication, d'autant que les Ukrainiens attendent toujours les armements occidentaux qui arrivent. Ils arrivent lentement, mais ils arrivent quand même. Et on voit bien aujourd'hui que ce qui va déterminer l'issue de cette guerre, c'est bien les armements, la possibilité pour les Ukrainiens de détruire les forces adverses. Ceci dit, on le sait, il y a des pertes considérables côté russe, mais également du côté ukrainien, entre 200 et 300 effectifs militaires du côté ukrainien tous les jours. C'est quand même considérable. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on risque de s'épuiser. C'est le risque d'épuisement qui a été mis en évidence par Boris Johnson, le Premier ministre britannique. Et ça, aujourd'hui, effectivement, eh bien, à mesure que les pertes sont très importantes, ça pourrait de nouveau figer le front et figer cette guerre. Et on va voir comment ça se passe dans le sud de l'Ukraine également, avec ce nouvel acte de terreur délibéré, comme l'a déclaré Volodymyr Zelensky suite aux frappes hier à Odessa, des bombardements d'immeubles d'habitation qui ont fait au moins 21 morts et 38 blessés. Le député ukrainien d'Odessa, Oleksiy Goncharenko, fait le point avec nous sur ces derniers éléments sur place. Au moment de ce frappe, j'étais au sommet de l'OTAN à Madrid, mais maintenant je suis à Odessa. Ma famille a entendu ce frappe, ces grandes explosions. C'est absolument une frappe barbarique parce que nous avons 22 victimes. Un, c'est un garçon de 2 ans. Et toutes les victimes sont civiles, les gens civils. Il n'y a pas de rien objet militaire dans cette région. Et c'est comme acte de terreur de Poutine et aussi peut-être comme acte de revanche après la Russie a perdu l'île de Serpent à la mer Noire. Et après ça, peut-être comme leur revanche, ils ont décidé de tuer les gens civils à près de décembre. Une revanche des Russes, donc sans doute. Est-ce que vous pouvez nous décrire le quartier qui a été visé? C'est absolument terrible parce que c'est le grand immeuble résidentiel
de 9 étages qui sont détruits et aussi ces 2 bases pour les enfants. Et aujourd'hui, un de ces bases doit recevoir beaucoup de garçons sportsmen de football. Et si cette attaque était réalisée aujourd'hui, le numéro de victimes, le nombre de gens qui sont tués peut être beaucoup plus grand. Est-ce que vous avez la crainte que les forces russes n'envahissent Odessa, puisqu'on sait que c'est l'une des cibles vraiment de Moscou? Bien sûr, Odessa, c'est un des grands objectifs pour Poutine. Peut-être pour aujourd'hui le plus grand objectif, parce qu'il ne peut pas prendre Kiev. Je pense qu'il a réalisé ça, mais pour Odessa, c'est la possibilité pour Poutine avoir quelques succès stratégiques, c'est couper l'Ukraine de mer et aussi se faire le couloir à Transnistria, qui sont les régions occupées avec la Russie, de la région de la Moldavie, qui sont occupées avec la Russie. Et aussi, Odessa, c'est la plus grande ville au bord de la mer Noire. C'est la question de le contrôle de la partie nord de mer Noire. Patrick Martin-Jeunier, dans ses frappes, est-ce qu'il faut voir de la part des Russes à la fois la volonté d'imposer la terreur, notamment à l'encontre des civils, et également cette notion de revanche après la perte de l'île aux serpents? Oui, je crois que le député Goncharenko l'a très bien dit. Ouais. En effet, il y a une volonté de revanche, car pour eux, toute défaite, tout recul constitue une véritable humiliation. Et donc, ils ne le supportent pas. Et donc, ils ont été obligés de quitter cette île aux serpents, qui présente un intérêt stratégique, cela vient d'être rappelé. Mais ils ont dit qu'ils l'avaient quittée volontairement, à des fins pacifiques, pour une fin de dialogue, vous savez, pour libérer le couloir d'exportation des céréales de la part d'Odessa. Ce n'est absolument pas vrai, c'est faux, c'est de la désinformation. Ils ont été obligés de quitter et donc ils sont furieux. Et premièrement, il y a un objectif très clair de revanche. Mais comme l'a dit le député Goncharenko, il a tout à fait raison, il y a aussi un objectif stratégique. Cette île aux serpents a été indispensable et toujours indispensable pour le contrôle de cette partie nord-ouest de la mer Noire. On le sait très bien, c'est à quelques encablures d'Odessa, c'est pas loin de la Roumanie. Et puis il y a même des ressources énergétiques tout de même, donc sur le plan du pétrole, sur le plan d'autres énergies. Et donc c'est quelque chose d'absolument essentiel, comme ça l'est d'ailleurs la Crimée pour la Russie. Donc bien sûr que les Russes vont tenter de reconquérir cette partie. Il y a un objectif de revanche et stratégique, et cela vient d'être dit, il faut toujours déstabiliser, c'est de la terreur. Et moi, j'irais même plus loin, je dirais c'est du terrorisme. Pourquoi ? Parce que les Russes assument complètement le fait de terroriser la population pour leur faire peur et pour leur montrer que finalement, quelle que soit la cible, à supposer qu'elle soit militaire, parce qu'il y a toujours des dommages collatéraux. Les Russes n'arrêtent pas de dire qu'ils ciblent des centres militaires, des centres d'exercice. Et en réalité, c'est toujours des cibles civiles qui sont visées. Donc, à supposer que le matériel soit complètement obsolète, ils assument totalement le fait de tirer sur des habitants, sur des bâtiments, même sur des centres de loisirs. Parce qu'il y a un centre de loisirs aussi qui a été touché. Ou alors, c'est viser consciemment une cible civile, c'est aussi du terrorisme. Et enfin, cela contribue à déstabiliser cette région qui, comme vous savez, n'est pas loin de la Moldavie. De la Moldavie, on entend également les bombardements qui tombent sur Odessa. Merci pour ces précisions, Patrick Martin-Jeunier. On vous retrouvera évidemment dans le journal de 16h pour poursuivre ces informations sur la situation en Ukraine. On en vient à présent à cette nouvelle manifestation en France pour défendre le droit à l'avortement. C'est aujourd'hui à Paris et dans une trentaine de villes. À Paris, la mobilisation se poursuit une semaine après la révocation du droit fédéral à l'IVG par la Cour suprême américaine. Sonia Carneiro, en Tunis, vous êtes sur place pour BFM TV et le cortège donc est parti il y a une quarantaine de minutes de la place Pierre-Laroque pour cette mobilisation nationale. Oui, et ce cortège continue de s'allonger. Près de 1000 personnes sont déjà réunies ici à Paris pour défendre ce droit jugé fondamental à l'avortement. Alors, je suis justement ici avec Laura. Laura, vous êtes médecin, vous pratiquez l'IVG instrumentale et vous souhaitez, vous demandez à ce que les sages-femmes puissent pratiquer également aussi l'IVG instrumentale. Oui, tout à fait. Je suis médecin. Je suis membre de l'Association nationale des centres d'IVG et de contraception qui rassemble des professionnels, médecins, sages-femmes et autres professionnels du centre
santé. Et à l'ANSIC, nous sommes favorables à ce que les sages-femmes fassent les IVG instrumentales parce que ça viendra augmenter le nombre de professionnels qui proposent cette méthode. Et du coup, cette méthode deviendra plus accessible. Aujourd'hui, la part de l'IVG médicamenteuse est très importante et on craint que ce soit un choix par défaut. Et c'est important qu'il y ait davantage de professionnels qui puissent proposer l'IVG instrumentale. Je suis avec Chantal. Chantal, vous êtes sage-femme justement. Qu'est-ce que cela changerait pour les femmes d'avoir accès à des sages-femmes pour pouvoir pratiquer l'IVG instrumentale si elles le souhaitent? C'est d'avoir plus de possibilités, davantage de choix? C'est bien sûr davantage de choix en tant que professionnelle, comme vient de le dire Laura, dont je suis moi aussi membre de l'ANSIC, mais aussi de l'ANSFO, c'est-à-dire l'Association nationale des sages-femmes orthogénistes. Et bien sûr, c'est plus de choix, mais c'est surtout que les sages-femmes sont les expertes de la grossesse. Et une femme enceinte, elle peut aussi bien avorter qu'accoucher. Et cette nuance-là, elle est très importante, cette connaissance de la grossesse. Et c'est justement dans cette finesse-là l'apport que peuvent apporter les sages-femmes à l'ensemble de la santé publique. Et c'est intéressant parce que ces choix-là se répercutent sur les femmes battues, par exemple. C'est à la fin du premier trimestre que les hommes tapent parce qu'elles sont coincées, qu'elles sont sous leurs emprises. Et sur les femmes en postpartum, parce que bien sûr, ça a un retentissement sur la dépression du postpartum. Tout ça, c'est très important de le voir en termes de santé publique. Merci beaucoup Chantal, merci Laura. Vous le voyez, ce cortège qui continue de s'allonger. Près de 1000 personnes présentes ici à Paris avec une trentaine de rassemblements en même temps dans toute la France aujourd'hui. Merci beaucoup Sonia Carneiro, Antunes, donc dans les rues de Paris pour cette mobilisation pour le droit à l'avortement ce samedi. C'est également un premier week-end de départ en vacances. Un coup d'œil sur les prévisions de trafic. Bison Futé qui annonce au niveau national un trafic orange dans le sens des départs et c'est vert pour les retours. Et cette nouvelle dans le monde du football, Igor Tudor va donc devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille après avoir trouvé un accord sur 2 ans avec le club. Le coach croate de 44 ans qui succède donc à l'Argentin Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur cette pagaille à l'aéroport de Roissy ce samedi. 20% des vols ont été annulés. Situation très compliquée en ce week-end de départ en vacances. Et puis, on reviendra aussi, bien sûr, sur la situation en Ukraine avec de violents combats qui ont lieu notamment actuellement à Lysychansk. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Retrouvez l'écho du week-end avec Bexley. Bexley, vous avez le sens de l'étiquette. Honor Magic 4 Pro. Des photos plus vraies que nature. La magie de l'image comme au cinéma. Et une charge ultra rapide. Honor Magic 4. The Power of Magic. Honor. Pourquoi on n'investirait pas dans ce qu'on veut quand on en a envie? Comme dans les cryptos. Comme dans votre marque de café préférée. Les plus grandes entreprises de la planète. Ou dans la crypto. Et si vous pouviez payer avec des cryptos? Et continuer à investir automatiquement, même concentré sur autre chose. À toute heure, n'importe quel jour de la semaine, vous investissez quand vous le voulez. Et peu importe où vous allez. Groupe Verlaine, c'est l'expert de l'isolation par l'extérieur, un savoir-faire unique qui garantit des économies d'énergie impressionnantes et assure un confort inégalable. Tous ensemble, améliorons le quotidien, réduisons nos factures. Groupe Verlaine, c'est aussi l'expert en photovoltaïque qui nous aidera à réduire encore plus nos factures grâce à l'installation d'une centrale de 3 kg au prix unique de 9 900 €. Inscription sur groupeverlaine.com ou appelez le 36 20 et dites Groupe Verlaine. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la crête est à partir de 369 €, tout compris. Aujourd'hui, dans les PME, l'informatique est indispensable. Alors quand ça ne marche pas,
Heureusement, il y a Xefi. Xefi propose à toutes les entreprises les solutions technologiques habituellement réservées aux grandes entreprises. Informatique, bureautique, cloud, sécurité. Xefi, la proximité informatique. Une mouche peut vous coûter vos nerfs. Pluto TV ne vous coûtera jamais rien. Plus de 80 chaînes télé, 1000 films et séries à la demande, et tout ça gratuitement sur tous les supports. Pluto TV. Streamer, c'est gratuit. Les nouveaux chewing-gums Mentos ont une boîte en carton qui est moins douloureuse, plus décorative et plus écrasable. Chewing-gum Mentos, yes, too fresh. Découvrez le Skoda Enyaq iV. Un SUV 100% électrique, aux finitions magnifiques, bourré de technologie. Est-ce la voiture que Thomas vient tout juste de s'acheter? Non, c'est celle qu'il vient de croiser. Alors il en a pris une autre. Mais lui, il savait pas que Skoda avait sorti l'Enyaq iV aussi. Ah, c'est dur. Hein. Ah, il se disait, à un moment, moi, j'ai une super voiture. Et puis là, paf. Ah, c'est moche. Skoda Enyaq iV, le voir donne envie de la voir. Profitez-en à partir de 299 € par mois. Eh oh, c'est pas Versailles ici, hein. C'est pas Versailles, oh, c'est la pub. Mais oh. Pas Versailles ici. Hop. C'est pas Versailles ici, la pub. Vous connaissez la pub? Non, mais c'est pas Hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Energy, c'est simple. Une énergie moins chère et des services pour réduire votre consommation. L'essentiel de l'actualité à 15h46, un vol sur 5 annulé à l'aéroport de Roissy en ce jour de départ en vacances. Grosse perturbation depuis ce matin. Les grévistes demandent notamment des augmentations de salaire. Qu'en est-il de la situation? Nous trouvons Thomas Herman. La situation en Ukraine, au moins 21 personnes ont été tuées dans les frappes sur des immeubles de la région d'Odessa, alors que les séparatistes pro-russes disent avoir encerclé Lysychansk à l'est de l'Ukraine, ce que dément l'armée ukrainienne. Quelle est la stratégie russe? Les explications dans un instant. Et alors que débutent donc les vacances d'été, deuxième jour de grève pour les employés des aéroports à Paris. Et ça continue demain. Un vol sur 5 a été annulé ce samedi, c'est plus qu'hier. Débrayage également à Marseille. Les travailleurs demandent des hausses de salaire à la hauteur de l'inflation. David Bouteiller, Nicolas Coadou et Clément Gauvin. Il devait s'envoler pour Toulouse tôt ce matin. Mais c'est finalement à l'aéroport que Didier va passer sa journée après l'annulation de son vol. J'étais un petit peu désespéré parce qu'on me proposait qu'un vol le lendemain. Je ne voyais pas comment j'allais faire. J'étais très surpris, c'est tôt le matin. Ça m'a fait lever très tôt, arriver très tôt et l'échec est mat. C'était très douloureux. Ce samedi, de nombreux voyageurs ont préféré ne pas se rendre à l'aéroport après avoir été informés que de nombreux vols étaient annulés ou retardés. D'autres, comme Yannick, n'ont pas eu le choix. J'arrive du Gabon de Libreville et j'avais un vol, une correspondance pour Genève à 7h du matin. J'ai appris ça hier soir avant de monter dans l'avion à Libreville que mon vol était annulé. On attend, on patiente, on envoie des messages à la famille qui m'attendent. Des scènes qui risquent de se répéter car les salariés des aéroports entament un bras de fer avec leur direction. Malheureusement aujourd'hui on est au pied du mur, la direction nous laisse au pied du mur et on n'a plus que ce choix. Les choix qu'on déplore, hein, nous on travaille toute l'année au bénéfice des passagers et de nos clients. Et aujourd'hui, on n'a pas l'intention de les mettre en difficulté. Nous aussi, on aimerait profiter des vacances et on ne le peut pas. Depuis vendredi, près d'un vol sur 5 au départ de Roissy a été touché par les perturbations du trafic aérien. Dans l'actualité également, la guerre en Ukraine. Dans l'est du pays, les séparatistes pro-russes disent avoir encerclé la ville de Lysychansk où de violents combats ont lieu, ce que dément l'armée ukrainienne. Elisa Trana. Faire la vaisselle à la main, dans une bassine. Dormir sous une toile tendue, à défaut d'avoir un toit. La vie à Sévérodonetsk s'organise, sans eau courante, sans électricité. Ces familles font partie des rares qui sont restées. Elles vivent désormais dans des sous-sols ou des logements délabrés. Comparé au bombardement, on peut dire que c'est calme maintenant. Vous essayez simplement de vivre avec ce que vous avez vu, mais c'est extrêmement dur et effrayant. Pas d'eau, pas de lumière. L'avenir le plus proche est effrayant. Il n'y a pas encore de raison d'être optimiste.
Les forces russes se sont emparées de Severodonetsk la semaine dernière, après des semaines de combats acharnés. Malgré l'occupation ennemie, certains habitants se disent soulagés. Au moins le calme est revenu. Nous dormons maintenant tranquillement. Des courses ont été apportées. Les soldats nous ont aidés avec du pain. L'armée du Kremlin tente désormais de s'emparer de la ville voisine Lysychansk, dernier bastion de résistance dans la région de Lougansk. Les bombardements pleuvent de jour comme de nuit. Svetlana et son mari ont pris l'habitude de se cacher dans ce bunker. Un soldat ukrainien vient leur apporter un peu de nourriture. Oh, du pain! Je n'avais pas vu de pain depuis longtemps. J'en ai fait moi-même, mais je n'ai plus de farine maintenant. Des dizaines de personnes fuient chaque jour Lysychansk. Nina a trouvé refuge dans un camp de Dnipro avec sa fille de 3 ans. La ville de Lysychansk n'existe plus. Elle a pratiquement disparu de la surface de la terre. Il n'y a plus de centre de distribution d'aide humanitaire. Il a été touché. Le bâtiment n'existe plus, comme beaucoup de nos maisons. Je suis restée presque jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce qu'ils atteignent le centre qui abritait l'aide humanitaire. Il a été détruit. Il y a eu beaucoup de victimes. J'étais parmi elles. J'étais couverte de gravats. Les gens m'ont aidée à me déterrer. Village après village, les Russes avancent. Leur prochain objectif serait de prendre le contrôle de la raffinerie de Lysychansk. Les observateurs internationaux sur place ont noté un renforcement des capacités blindées russes et une intensification des frappes aériennes autour de la ville. On en vient à cette 7e vague de Covid en France et cette explosion des cas, plus de 125 000 nouvelles contaminations en 24 heures, des chiffres qui ont plus que doublé cette dernière semaine. Hausse également du taux d'incidence qui, vous le voyez, flirte avec les 900 cas positifs pour 100 000 habitants, ainsi que du taux de reproduction du virus bien supérieur à 1. Et conséquence, les demandes de rappel vaccinal repartent en flèche pour les Français éligibles, mais pas simple de trouver rapidement des créneaux disponibles. Face à cette difficulté, certains professionnels de la santé s'organisent. Mathias Arès, Hugo Dorsemène, Vincent Hénin, avec Camilla Judici. Asseyez-vous, monsieur. Jean-Claude, 71 ans, est venu faire sa 4e dose de vaccin. Mais avant d'obtenir son injection, il lui a fallu passer par la liste d'attente de ce pharmacien. Quand les gens appellent pour prendre rendez-vous, pour dire qu'ils veulent se faire vacciner, on note leur nom sur la liste avec le numéro de téléphone et la raison pour laquelle ils veulent être vaccinés, les dates. Enfin, on pose des questions pour savoir s'ils sont éligibles et comment on peut les intégrer dans la liste. Après, un rendez-vous est pris. Et voilà, aujourd'hui, il y a 21 personnes qui vont être injectées. Dans cette pharmacie, on vaccine une 40aine de personnes par semaine. Surtout des gens de plus de 60 ans éligibles à la 4e dose. Et d'autres, plus jeunes, qui viennent faire leur 3e. Il y a une remontée quand même de la Covid en France, avec des cas de plus en plus fréquents de contamination. Et les gens, en plus, veulent partir aussi en vacances en étant un peu protégés, donc demandent d'être vaccinés avant. Et il y a un peu embouteillage. Même affluence auprès de ce cabinet infirmier de Bordeaux. La demande avait disparu, mais depuis 15 jours, cette infirmière reçoit une dizaine d'appels par semaine. Elle a recommandé des doses et crée de nouveaux rendez-vous. Il faut que nous, on trouve le temps, puisqu'on n'a pas que la vaccination, on a tout le domicile. Donc il faut trouver un créneau dans la journée pour... faut avoir envie, quoi. Faut avoir envie de vacciner parce que c'est pas simple. Pour l'heure, la stratégie vaccinale reste concentrée sur les professionnels de ville, médecins, infirmiers, pharmaciens et sages-femmes, explique l'ARS. Les grands centres de vaccination, on en a eu besoin quand il a fallu vacciner toute la population. Et en Nouvelle-Aquitaine, il y a eu presque 5 millions de personnes vaccinées en quelques mois. Là, on n'a pas sur ces volumes-là. Moins d'un quart des personnes âgées de plus de 75 ans ont reçu une 4e dose de vaccin en France. La météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. Avec Tendré Plus, twistez la cuisine ordinaire devant la météo. Retrouvez la météo avec Murprotec, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs. Un anticyclone est venu se caler sur le sud de l'Allemagne et c'est du beau temps, des conditions tout à fait estivales sur le pays. Regardez cette France largement dégagée. Alors on a quelques petits bémols ce samedi, mais globalement sur l'ensemble du territoire c'est du soleil. Demain matin on va retrouver un voile nuageux qui va traverser le pays sur les régions centrales. On aura ici ou là quelques petites ondées près des côtes de la Manche, mais globalement un temps très calme, un temps très stable, un temps très ensoleillé. Dans le courant de l'après-midi,
On conserve globalement de très belles éclaircies, mais vous le voyez, on pourrait avoir une petite instabilité sur le centre-est notamment, qui pourrait apporter des coups de tonnerre, localement un petit peu de grêle. Même chose au pied des Pyrénées, mais sur l'ensemble du territoire, on conserve toujours ces très larges éclaircies. Une masse d'air de plus en plus rouge, notamment sur le sud-est, avec des températures extrêmement élevées. On va le découvrir demain matin. Des valeurs en hausse partout, 9 degrés seulement à Brest, 22 degrés à Nice, 15 à Paris. Et dans l'après-midi, des valeurs qui restent très élevées sur le sud-est, 37 degrés par exemple à Montélimar, 36 à Marseille, 25 à Paris. C'était la météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. C'était la météo avec Tendre & Plus. Tendre & Plus, prenons goût au bon moment. C'était la météo avec Murprotec, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs. Casting feu vert, la hyène. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là? 35%. C'est drôle quoi? Mais pourquoi pas gratos? Bon, la hyène, c'est mort. Feu vert à 50 ans et la révision est en moyenne 35% moins chère que chez les concessionnaires. Feu vert, rien ne remplace l'expert. Parier, c'est pas forcément gagner. C'est pas forcément le moment. Parce que parier, c'est parfois ne pas parier. Gérez vos limites de paris avec l'application Parions Sport en ligne. Parions Sport, nous sommes les parieurs. Honor Magic 4 Pro. Des photos plus vraies que nature. La magie de l'image comme au cinéma. Et une charge ultra rapide. Honor Magic 4. The Power of Magic. Honor. Roulez en sécurité et gardez vos points avec l'application Coyote. Profitez de 30 jours d'essai gratuit. Coyote. Quand vous commandez comme j'aime, vous recevez d'abord ce gros colis. Dedans, vos repas pour un mois et à l'intérieur, 4 valisettes, une par semaine et dans chaque valisette, tous vos repas pour une semaine. Par exemple, lundi, le matin, muesli au chocolat, au déjeuner, blanquette de volaille, au goûter, un cookie et le soir, lasagne végétarienne. Vous allez vous régaler et perdre du poids. Alors venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur comej'aime.fr. Comej'aime.fr. Salut Jasmine, c'est ton frère. Je viens de t'envoyer un peu d'argent pour t'aider à réaliser ton rêve. En envoyant de l'argent, vous envoyez bien plus que de l'argent. En ce moment, profitez de 0 € de frais de transfert sur votre premier envoi d'argent en ligne. Western Union. Dans quelques secondes, mon cousin va croire qu'il rêve encore. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot sensationnel de près de 210 millions d'euros. Ecomiam! Les irréductibles du surgelé. Par économie. Par envie de mieux manger. Par goût des produits, origine France. Cocorico! Parce que c'est trop bon. Par choix de consommer autrement. C'est tout bénef pour nos producteurs et nos clients. Par envie de cuisiner. On se retrouve tous chez Ecomiam. Les irréductibles du surgelé. Eh ouais. Le futur. Le futur pour ceux qui n'ont pas peur de briller. Ceux qui ne freinent devant rien. Ceux qui ont tout. L'argent. Le mariage parfait. Les enfants qui ne pleurent jamais. Le chien bien coiffé. Les abdos huilés. Le jet privé. Mais comme vous, on ne vit pas dans une publicité. Alors chez Speedy, on sait que la mobilité de demain se construit avec vous. Partout. Et pour tous. Va donc chez Speedy. Speedy. Groupe Verlaine, c'est l'expert de l'isolation par l'extérieur, un savoir-faire unique qui garantit des économies d'énergie impressionnantes et assure un confort inégalable. Tous ensemble, améliorons le quotidien, réduisons nos factures. Groupe Verlaine, c'est aussi l'expert en photovoltaïque qui nous aidera à réduire encore plus nos factures grâce à l'installation d'une centrale de 3 kg au prix unique de 9 900 €. Inscription sur groupeverlaine.com ou appelez le 36 20 et dites Groupe Verlaine.
Merci d'être avec nous sur BFM TV, la une de l'actualité à 16h. Un vol sur 5 annulé à l'aéroport de Roissy en ce jour de départ en vacances. Grosse perturbation depuis ce matin. Les grévistes demandent notamment des augmentations de salaire. Qu'en est-il de la situation? Le point dans ce journal. Plus de 125 000 contaminations quotidiennes en moyenne et des demandes de rappel vaccinal qui repartent à la hausse sans toujours trouver de créneau. Comment allons-nous passer cette 7e vague de Covid? Faut-il remettre le masque par précaution? Décryptage dans cette édition. La situation en Ukraine, au moins 21 personnes ont été tuées dans des frappes sur des immeubles de la région d'Odessa, alors que les séparatistes pro-russes disent avoir encerclé la ville de Lysychansk à l'est du pays, ce que dément l'armée ukrainienne. Et puis ces chaleurs inhabituelles au Japon avec des températures élevées et très précoces comme en France. Le Japon fait lui aussi face aux conséquences du réchauffement climatique. Va-t-il falloir s'y habituer ou peut-on encore inverser la tendance? Les précisions du correspondant Constantin Simon sur place. À la une de l'actualité, donc la pagaille à l'aéroport de Roissy en ce jour de départ en vacances. 20% de vols ont été annulés ce matin, 120 vols supprimés sur la journée, avec une crainte bien sûr pour ces vacances d'été. Les choses rentrent-elles dans l'ordre désormais? Les précisions sur place de Thomas Herman. La situation s'améliore cet après-midi, néanmoins il y a encore quelques complexités, notamment quand vous devez déposer vos bagages, eh bien ça peut prendre un petit peu plus de temps que d'habitude. La sûreté également et la sécurité de l'aéroport est impactée par cette grève, ce qui peut occasionner quelques retards, notamment au moment du décollage de votre avion, puisque la sécurité des pistes est assurée par les sapeurs-pompiers qui, eux, sont en grève depuis jeudi, par exemple. Comment ça se passe du côté des usagers? Eh bien, ce matin, on avait un vol sur 5 annulé entre 7h et 14h. Cet après-midi, il n'y a plus d'annulation de vol, peut-être quelques retards par-ci ou là. Comment, d'ailleurs, ont réagi ces usagers? Écoutez-les au micro de David Bouteiller. Voilà, annulé chez Lufthansa, reprotégé chez Air France. On a fait des allers-retours entre les deux côtés du terminal de Roissy. Pour récupérer les bagages, oui, on a attendu longtemps. On a attendu 1h30, ouais. 1h30 à peu près. Ouais. On n'était pas tellement prévenus. On savait qu'il y avait un mouvement à Charles de Gaulle, et puis ça s'est étendu à Orly, et maintenant c'est à Marseille également. Et donc on a cru comprendre que c'était dans le pays entier. À quoi sert une grève si ça dérange personne? Une grève, c'est pour sensibiliser les gens finalement. Donc faut dire aux gens, bah voilà, on a des problèmes, on vous en fait part. Alors qu'est-ce que demandent les syndicats et pourquoi ça bloque en ce moment? Eh bien, il y a des discussions qui sont en cours entre la direction d'ADP et les syndicats. Les syndicats demandent une revalorisation salariale de 6%, mais la direction s'est arrêtée à 3,5%. Ça bloque, il n'y a plus de dialogue depuis hier entre la direction d'ADP et les syndicats. Le préavis de grève, lui, c'est jusqu'à dimanche soir. Mais si ces discussions n'aboutissent pas, il est possible que le week-end prochain, il y ait une nouvelle situation perturbée ici à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, comme quoi les turbulences en ce moment, ce n'est pas que dans le ciel, c'est aussi au sol ici à Roissy. Et pour tout comprendre de cette grève, Gérard Felzer est avec nous. Bonjour. Vous êtes notre consultant aéronautique. Alors on a vu dans ce reportage les conséquences de cette grève. La cause désormais, quelles sont les revendications de ces grévistes? Alors les revendications, c'est toujours la même chose, c'est les augmentations de salaire. Il faut dire qu'il y a double peine parce que la reprise du transport aérien s'est faite beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait prévu au départ. Il y a eu la Covid qui a ralenti considérablement, qui a fait en sorte qu'on recrutait beaucoup moins. Et là, il faut chercher aussi à donner envie, à donner des vocations pour que les gens retravaillent dans le milieu aéroportuaire, ce qui n'est pas évident. Et puis, il y a effectivement cette grève qui arrive pendant les départs en vacances, mais ça, c'est comme tous les transports. À la SNCF, c'est la même chose. Alors, d'un côté, on parle beaucoup d'Aéroport de Paris, mais il n'y a pas qu'Aéroport de Paris. Aéroport de Paris fait souvent appel à des prestataires extérieurs pour faire certaines tâches, notamment le contrôle, les bagages, etc. Mais c'est surtout les petites compagnies qui font appel aux mieux-disants financièrement. Et du coup, on donne plus envie et il y a un manque de personnel. Donc, il y a un travail à faire en profondeur, non seulement pour Aéroport de Paris, qui a quand même des notions de responsabilité sociale, comme Air France d'ailleurs, mais surtout pour tous ceux qui tournent autour. Il faut rappeler que c'est 200 000 emplois, directs et indirects, rien que pour l'Île-de-France. Alors évidemment, Gérard, ces grèves interviennent à un moment crucial. Premier week-end de départ en vacances, il y a un préavis qui a déjà été déposé pour le week-end prochain, où on s'attend évidemment à ce qu'il y ait beaucoup de monde dans les aéroports. Est-ce que, globalement, ça peut être un été très compliqué dans les transports ?
Alors si les négociations n'ont pas lieu, effectivement, ça risque d'être très compliqué. Je pense qu'il y a à revoir la copie, c'est le moment. Elisabeth Borne connaît bien le problème, elle a été au transport, donc elle sait ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi donner des statuts, notamment les personnels, les entreprises sous-traitantes, notamment pour la sécurité, la sûreté, le passage dans les portiques. Eh bien, il va falloir donner des statuts et avoir des garanties des sous-traitants, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui surtout. Gérard Felzer, on précise par ailleurs que la France n'est pas une exception. Il n'y a pas que la France qui est touchée par ce type de grève. Alors oui, évidemment, les pays du Nord, c'est pareil. On a vu au Danemark, on a vu en Hollande, il y a Air France, KLM, qui est impacté avec l'aéroport de Schiphol. C'est la même chose avec les deux facteurs, encore une fois, qui est la reprise du transport aérien beaucoup plus rapide et compte tenu des vacances, et puis également une revendication salariale par les embauchés de ces aéroports, mais aussi par les sous-traitants et les compagnies extérieures. Et puis il y a eu aussi un autre problème, Gérard Felzer, ce sont ces milliers de passagers qui sont partis sans leur bagage hier à l'aéroport de Roissy parce qu'il y a eu une panne technique. Il n'y a aucune chance pour eux de les retrouver, ces bagages, désormais ? Alors, en principe, les bagages sont réacheminés à destination des passagers. C'est une assurance de ce côté-là qui devrait être respectée. Ils vont l'avoir avec du retard. Alors évidemment, ceux qui partent pour le week-end, ça va être un peu difficile, mais ça va prendre 1, 2 ou 3 jours maximum pour récupérer leurs bagages, mais ils vont les récupérer. Merci beaucoup pour ces nouvelles et ces précisions. Gérard Felzer, consultant aéronautique BFM TV. On en vient à présent à ces chiffres de l'épidémie de Covid et cette 7e vague en France. Plus de 125 000 personnes sont désormais testées positives en 24 heures. C'est plus 57% en 7 jours. Un taux d'incidence, vous le voyez, qui approche les 900 cas pour 100 000 habitants et un taux de reproduction nettement supérieur désormais à 1. Les hospitalisations, elles aussi, sont en forte hausse. Faut-il s'inquiéter de ce rebond épidémique ? Écoutez les explications de Bruno Megarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Écoutez, la situation dans le service de réanimation médicale est parfaitement stable. Nous n'avons pas de patients nouveaux qui présentent une pneumonie Covid. À l'inverse, nous avons un patient qui est infecté par le SARS-CoV-2 et qui est là pour d'autres raisons. C'est le cas très probablement de la totalité des services de réanimation, c'est-à-dire que pour le moment, la vague hospitalière correspond essentiellement à des personnes qui viennent pour d'autres raisons et qui sont infectées au moment de leur entrée par SARS-CoV-2. C'est le dépistage systématique que nous faisons à l'admission des patients à l'hôpital qui révèle cette infection. Alors quand même pour un certain nombre d'entre eux, notamment les personnes les plus âgées, il est probable que cette infection par SARS-CoV-2 ait précipité l'aggravation qui a fait que le patient a déséquilibré sa maladie de fond et s'est retrouvé hospitalisé. Alors c'est important ce que vous dites. Donc ces personnes qui sont actuellement dans votre hôpital ne sont pas venues pour des cas de Covid. Elles ne savaient pas qu'elles étaient positives. Ça veut donc dire qu'il y a beaucoup plus de cas qu'on ne le dit actuellement. Bien sûr. Et est-ce que ça veut dire aussi que les personnes du coup qui sont positives ne vont pas à l'hôpital, que ce n'est finalement pas si grave que ça, en tout cas pour permettre une hospitalisation? C'est surtout ça le point important, c'est-à-dire grâce à la couverture vaccinale qui est excellente dans la population générale de 80%, grâce aux infections antérieures que nous avons connues, il est probable, on estime que la moitié de la population a déjà rencontré Omicron précédemment. Grâce finalement aussi au fait que ces sous-variants sont un tout petit peu moins virulents que les variants précédents, eh bien, il y a une déconnexion entre les contaminations qui augmentent de façon très importante, comme vous l'avez dit, et finalement le rebond hospitalier qui est très modeste et qui est actuellement sous contrôle et qui finalement survient dans une période en tout cas pour les services de réanimation, où la situation est plutôt calme. À l'inverse, là où il peut y avoir une certaine inquiétude, c'est les services de médecine d'aval des services d'urgence, où là, il y a déjà saturation par manque de personnel, par fermeture de lits. Et donc, s'il y avait un excès, même minime, de personnes admises pour Covid-19, il pourrait y avoir un grave problème pour la prise en charge de ces patients. Ce Covid peut-il nous gâcher l'été, professeur ? Non, je ne crois pas. Non, sincèrement, je ne crois pas. On va dire aujourd'hui, tout le monde a bien compris les risques
s'il était contaminé et les situations de vulnérabilité. Donc à chacun d'adapter, on va dire, son comportement par rapport à ses propres risques. Donc si vous êtes jeune, en bonne santé, sans comorbidité et vacciné, vous ne risquez quasiment rien, à part peut-être d'avoir un petit rhume pendant quelques jours. À l'inverse, si vous êtes âgé, vous avez des comorbidités, vous êtes immunodéprimé, vous avez une greffe d'organes, vous prenez des médicaments immunosuppresseurs, eh bien là, les choses peuvent être un tout petit peu différentes. Il faut être extrêmement prudent et vous avez deux gros moyens pour vous protéger. Le premier, c'est le port du masque dans les lieux clos, publics, mal aérés, typiquement les transports en commun. Et le second, c'est aller très vite faire votre dose de rappel, la deuxième dose, c'est-à-dire la 4e dose, qui va permettre de rebooster votre immunité et de vous protéger de façon plus efficace contre le risque d'être admis à l'hôpital pour une forme plus sévère de la maladie. Ce nouvel élément dans l'affaire Christophe Douard, ce chasseur retrouvé décapité en 1995, sa veuve a été mise en examen hier. Et aujourd'hui, il y a ce témoignage du frère de la victime, totalement bouleversé par ce nouveau rebondissement. Edgar Becquet, Anne Lorbance et Johan Chérifi. 27 ans après la disparition de son frère, Olivier est aujourd'hui dévasté par la mise en examen de son ancienne belle-sœur. Un écroulement total parce que je m'attendais vraiment à tout sauf à ça, donc je suis un peu par terre là. J'ai été proche les premières années de la disparition de mon frère, puisqu'on se connaît depuis 40 ans. Je pense qu'elle m'estimait bien et que je l'estimais énormément. Et je ne pensais pas qu'elle était capable de faire ça et de masquer ça pendant aussi longtemps. C'est chez lui que Christophe Douard a passé la soirée avant de disparaître, le 16 décembre 1995. L'homme est âgé de 28 ans et passionné de chasse. Il est retrouvé mort 10 jours plus tard, décapité dans un fossé de Bussé, une petite commune de l'Allier. L'ex-épouse de la victime, à droite sur cette image, est désormais la principale suspecte. Mais pour le frère de Christophe Douard, impossible que sa belle-sœur ait pu agir seule. Je suis certain qu'il y a une complicité. J'en suis certain parce que c'est pas possible qu'une femme fasse tout ça. Physiquement, on peut pas faire un acte pareil et une machination comme ça toute seule. En détention provisoire depuis hier, la veuve de Christophe Douard continue de nier l'évidence, assure le procureur de l'Allier. On en vient à la situation en Ukraine à présent avec ces déclarations contradictoires. Les séparatistes pro-russes soutenus par l'armée russe affirment avoir totalement encerclé la ville de Lysychansk dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Une ville clé au cœur de ces combats de ces derniers jours, très intenses. Faux, dit l'armée ukrainienne. Patrick Martin-Genier, vous êtes avec nous pour décrypter ces informations et contre-informations. Qui dit vrai? Quelle est la situation actuellement à Lysychansk? Écoutez, c'est toujours à peu près la même situation. Les Russes avancent, ils disent avoir conquis une partie du territoire. Stratégiquement, c'est très important. Vous aurez remarqué que ce sont les forces séparatistes qui disent avoir pris donc le contrôle de cette ville, Lysychansk, comme vous voyez sur la carte, et de l'autre côté de Severodonetsk, qui est tombé aux mains des Russes. La difficulté aujourd'hui, c'est de tenir ces villes. Lysychansk étant, étant collines, ce sont des collines, ça domine Severodonetsk. Et donc, ce sont deux villes de chaque côté du fleuve qui sont importantes pour maîtriser ces deux villes. Donc, il est important pour les Russes de dire qu'ils le maîtrisent. Et naturellement, eh bien, la situation évolue. Il y avait une raffinerie, laquelle aurait été prise d'assaut par les Russes. Les Ukrainiens démentent également. C'est très important également du côté d'Ukrainien de dire qu'on ne cède pas du terrain, parce que ça va aussi de la crédibilité des forces ukrainiennes qui, comme vous savez, sont très dépendantes de l'armement qui arrive de l'Occident. Donc, à mesure que cet armement arrive, il faut l'utiliser. Et donc, ça, c'est vraiment essentiel. Donc, on voit aujourd'hui, évidemment, que la stratégie des Russes, c'est de bombarder. Il y a un déluge de feu sur Lysychansk, comme il y avait eu sur Severodonetsk. Mais c'est une autre affaire que de contrôler la ville. Il y a des combats de rue, il y a beaucoup d'incendies. Les habitants doivent se mettre sous les abris. Et aujourd'hui, en effet, c'est très difficile. Mais on peut dire aujourd'hui quand même que les Ukrainiens sont en situation très difficile. Il y a incontestablement ce rouleau compresseur russe qui avance. Il y a également dans le sud, Patrick, Odessa, avec ce dernier bilan des frappes qui ont touché la région d'Odessa. 21 morts, 38 blessés, un grand immeuble touristique ont été détruits. Le président ukrainien Zelensky a évoqué un nouvel acte de terreur délibéré. Pourquoi la Russie les forces russes ont-elles choisi de cibler cette région d'Odessa ?
Eh bien, il y a deux raisons. La première, c'est sans doute une vengeance du fait que les Ukrainiens ont délogé les Russes de l'île aux serpents, qui, comme vous savez, présente un intérêt stratégique, était quelques encablures d'Odessa. Donc, c'est un endroit tout à fait stratégique. Donc, ils veulent se venger, alors qu'on voit très bien que les Russes veulent reconquérir aussi cette île qui présente un intérêt stratégique. Mais dans l'attente de pouvoir un jour, éventuellement, le cas échéant, reconquérir ce rocher, eh bien, ils vont terroriser la population. Ils vont envoyer bombarder Odessa, cette région d'Odessa, qui présente un intérêt stratégique. D'une part, il s'agit de faire peur, de terroriser la population pour bien montrer que les Russes ont la capacité de frapper où ils veulent, quand ils veulent, n'importe quelle partie du territoire. Il s'agit aussi de déstabiliser cette partie, car comme vous savez, ce n'est pas loin de la Moldavie, et la Moldavie fait partie des pays qui doivent être également déstabilisés par les Russes. C'est bien montrer au final que les Russes ne renoncent devant rien, devant aucune exaction, aucune terreur, et que leur objectif reste de continuer à dominer cette partie du pays. Ça, c'est un objectif, une utopie peut-être. Odessa, depuis le début, est un peu fantasmé par Moscou, mais est-ce qu'ils ont les moyens, les Russes, de conquérir cette ville, les moyens militaires notamment? Non, manifestement, ils n'en ont pas les moyens. Tous les experts militaires vous le diront, effectivement. Ils n'ont pas les moyens de contrôler les villes. On le voit bien, même Sévierodonetsk, même Lysychansk, même Kherson. Les représentants de l'administration pro-russe, il y a eu des attentats contre les administrateurs pro-russes de ces régions, car ils ne sont pas du tout acceptés par la population. Et le bombardement sur Odessa ne présente manifestement aucun intérêt militaire, aucune utilité militaire, car ils savent très bien qu'ils n'ont pas les moyens d'occuper cette ville. Donc ça n'a aucun sens militaire. Le seul sens, c'est de continuer à terroriser la population, et c'est délibéré. Merci beaucoup Patrick Martin-Geniez, vous restez avec nous. Merci pour toutes ces explications. Dans les zones qui ont été occupées par les Russes, les blessures psychologiques sont considérables. L'ONG Médecins sans frontières détecte les plus fragiles et prend en charge ses habitants. Reportage à Hostomel au nord de Kiev, signé Jérémy Muller et Caroline Philippe. Il y a eu des combats ici, des tirs. Un obus est tombé là. Le trottoir est explosé. Depuis les bombardements, je sursaute à chaque bruit. Les bombardements, Natalia les a vécus pendant plus de 3 semaines. Pour évacuer ce traumatisme, elle partage son vécu avec une psychologue dans ce centre médical. On s'est enfui, mais on est tombé sur une trentaine de soldats russes. Ils nous ont fait signe, demi-tour. J'étais stressée, je n'arrivais pas à changer de vitesse. Ils ont d'abord tiré en l'air et ensuite sur nous, dans la voiture. La chose la plus effrayante, ce sont les bombardements la nuit. Médecins sans frontières organisent des séances de thérapie collective pour détecter les plus fragiles. Ils font aussi du porte-à-porte, puis ils accompagnent individuellement les patients, comme Natalia. Je prends des calmants. Je me confie. Et la psychologue me donne beaucoup de conseils. C'est sa 9e séance avec sa psychologue. Aujourd'hui, Natalia va beaucoup mieux, selon elle. Elle dormait mal, tout habillée. Et elle avait peur de tous les bruits dans la rue. Maintenant, elle dort en pyjama, elle mange bien. Elle a repris le travail et elle sort même de chez elle. Pour certains patients, une séance suffit. Pour Natalia, le suivi sera long. Elle a besoin d'être accompagnée encore plusieurs mois, selon les médecins. Du sport, du rugby, avec cette 9e victoire consécutive pour les Bleus, vainqueurs du Japon 42-23, premier match de la tournée estivale du 15 de France. Les hommes de Fabien Galtier qui ont inscrit 5 essais par Damien Penaud à 2 reprises, Mathis Lebel, Yoram Moefana ou encore Pierre Bourgarit. Un match qui s'est joué d'ailleurs sous une canicule, une chaleur caniculaire avec un air étouffant et beaucoup d'humidité. Il faisait vraiment très très chaud pour ce match. Le Japon connaît actuellement des chaleurs inhabituelles pour la saison. On retrouve Constantin Simon, correspondant au Japon. C'est vraiment ça qu'ont dû affronter aujourd'hui les joueurs de rugby français, non seulement les Japonais, mais aussi cette chaleur absolument suffocante. En juin, eh bien, le thermomètre a franchi dans les régions autour de Tokyo la barre des 40 degrés. Ça n'était jamais arrivé. En plus, quand il fait 40 degrés ou, comme vous le disiez, 35 degrés au Japon, il faut comprendre qu'en fait, il y a une humidité très forte. Donc, c'est vraiment un hammam. On a l'impression d'être dans un bain d'eau. On dégouline toute la journée. C'est vraiment
ce qu'ont dû ressentir aujourd'hui les joueurs de rugby français. Alors, les autorités japonaises sont assez inquiètes. Qu'est-ce qui explique, si vous voulez, une telle chaleur, alors que normalement, eh bien, on devrait être en pleine saison des pluies, le fameux Tsuyu japonais, en juin et jusqu'à normalement, à la mi-juillet, il y a normalement la saison des pluies. Il devrait faire beaucoup plus frais. Eh bien, ce n'est pas le cas. La saison des pluies a été, sans doute à cause du réchauffement climatique, la plus courte de l'histoire du Japon. Elle s'est finie très en avance à la fin juin. Voilà. Alors, les autorités sont extrêmement inquiètes. Elles ont fait des appels à la population à économiser l'énergie, notamment à mettre les climatiseurs à peu près pas moins de 28 degrés, parce que le Japon a peur d'une coupure totale, notamment pour la région de Tokyo qui compte près de 40 millions d'habitants. Un Japonais sur 3, cela pourrait arriver. Le Japon a des gros problèmes d'électricité et ça serait un problème notamment pour les vulnérables, les enfants en bas âge, les bébés, mais surtout les personnes âgées. Rappelons tout de même que le Japon compte 30% de sa population qui a plus de 65 ans. Il y a 6 centenaires pour 1000 habitants. C'est le double du chiffre en France. Donc voilà, c'est pour ces personnes-là en particulier que les autorités sont très inquiètes. Merci beaucoup Constantin Simon d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Alors pour bien comprendre ce qu'il est en train de se passer, tous ces phénomènes météorologiques, nous sommes avec Alain Mazot. Bonjour, vous êtes climatologue au LSCE, Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Les Japonais, on l'a vu, donc subissent ce que l'on a vécu nous aussi avec cette canicule très précoce en juin. Aucune partie du monde finalement n'est épargnée par ces vagues de chaleur d'une intensité assez inhabituelle. Est-ce qu'il va falloir s'habituer à ces canicules inédites? Oui, d'une certaine façon, oui, il va falloir s'habituer, s'adapter, parce qu'avec le réchauffement climatique causé par les activités humaines, les émissions de gaz à effet de serre, ces événements arrivent de manière plus précoce dans la saison, et puis c'est de l'air aussi plus chaud qui arrive. D'une façon générale, j'ai regardé rapidement, au Japon, il y a une configuration un peu comme nous avons eu il y a quelques semaines, avec une dépression côté sud-ouest et un dôme de chaleur côté sud-est, et ça fait comme deux roues qui envoient là-bas de l'air très chaud. Alors, oui, allez-y, pardon, terminez. Oui, encore une fois, le réchauffement climatique favorise l'intensité de ces événements et aussi leur arrivée plus précoce en saison. Il va donc falloir s'y habituer, il va falloir aussi adapter nos comportements. Par exemple, à Tokyo, on demande aux habitants d'économiser l'électricité. Que peut-on faire face à ce genre de phénomène ? Oui. Alors, sur le court terme, il faut se protéger, sans doute rester chez soi, fermer les fenêtres, toutes les choses qu'on peut conseiller sur le court terme. Et sur le plus long terme, il faut réfléchir à l'aménagement des villes pour que, justement, il y ait moins d'îlots de chaleur qui aggravent les choses dans les grandes villes. Pour aller vite, voilà les points essentiels. Alain Mazot, s'il y avait deux mots finalement pour résumer un peu ce qu'il est en train de se passer, ce serait précocité et intensité qui sont de plus en plus importantes que par le passé. Oui, tout à fait. Précocité et intensité. Précocité parce que, si vous voulez, du coup, la saison chaude, la saison d'été, dure plus longtemps. Elle commence plus tôt, elle va finir plus tard. Et la saison d'hiver est réduite. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reparlerons de la guerre en Ukraine, avec notamment la ville de Lysychansk. Les séparatistes pro-russes prétendent encercler la ville, ce que dément l'armée ukrainienne, alors qu'il y a eu également des frappes à Odessa qui ont fait au moins 21 morts. On y revient dans un instant, à tout de suite. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Si tu as envie d'un appart, Citia. Votre programme avec Citia Immobilier. Merci. Boutique, vente en ligne et outils de gestion. Les solutions Square connectent tous les côtés de votre entreprise. C'est carré avec Square. Honor Magic 4 Pro. Des photos plus vraies que nature.
la magie de l'image comme au cinéma. Et une charge ultra rapide. Honor Magic 4, The Power of Magic. Honor. Avec Antoine, on s'est connus il y a très longtemps. Et notre première fois? Tu vas pas parler de ça, tu vas raconter notre mariage plutôt. La naissance de Léa. Ça fait longtemps que ça dure et c'est de mieux en mieux. C'est rare, hein? Bah non, c'est comme à la Matmut. Pour récompenser la fidélité, plus ça dure, plus on y gagne. Jusqu'à 65% de bonus pour les bons conducteurs. Retrouvez d'autres avantages en agence ou sur matmut.fr. Matmut, la valeur sûre. Roulez en sécurité et gardez vos points avec l'application Coyote. Profitez de 30 jours d'essai gratuit. Coyote. Non, m'arracher les cheveux pour trouver comment mieux isoler ma maison. Non, merci. Je préfère encore servir de cobaye à ma fille. Besoin d'aide? Engie vous accompagne à chaque étape de votre projet de travaux d'isolation et vous informe sur les aides auxquelles vous avez droit. Rendez-vous sur monespaceprime.engie.fr. J'agis avec Engie. Qu'est-ce que tu crois, chérie? Qu'un génie va apparaître pour nous aider à vendre la maison? Arthurimo.com. Il a dit arthurimo.com, là. Et pourquoi arthurimo.com? Agent et expert immobilier, double compétence. Évaluez le prix de votre bien sur arthurimo.com. Dans quelques secondes, mon cousin va croire qu'il rêve encore. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot sensationnel de près de 210 millions d'euros. Roulez en sécurité et gardez vos points avec l'application Coyote. Profitez de 30 jours d'essai gratuit. Coyote. La météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. Avec Tendré Plus, twistez la cuisine ordinaire devant la météo. Retrouvez la météo avec Murprotec, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs. Et c'est l'été à Paris. Des conditions parfaites, cette très belle luminosité, ces quelques passages nuageux pour décorer le ciel et ces températures parfaites. 28 degrés attendus ce samedi après-midi. Alors comment tout cela va évoluer dans le courant des prochaines heures, des prochains jours? On le découvre tout de suite avec ce bel anticyclone donc, qui protège le pays, qui est situé sur le sud de l'Allemagne. Regardez cette France largement dégagée ce samedi. Petit bémol localement donc sur la pointe bretonne avec ces quelques nuages qui arrivent. Demain matin, on va retrouver sur les régions centrales un voile de nuages assez dense. Quelques ondées aussi à signaler près des côtes de la Manche, mais partout ailleurs, de très belles éclaircies, quelques passages nuageux, mais vraiment juste pour décorer, sans conséquence sur le beau temps. Dans le courant d'après-midi, on va surveiller toujours cette zone centrale qui pourrait, en arrivant sur le centre-est, apporter quelques coups de tonnerre, voire quelques chutes de grêle. Ce sera surveillé. Même chose aussi sur le relief pyrénéen. Coup de tonnerre sera possible partout ailleurs. Donc vous le voyez, on conserve de belles éclaircies, entrecoupées de quelques passages nuageux par endroits. Et puis les températures, on les surveille. Regardez cette France divisée. Au sud, des températures très élevées et notamment sur le sud-est. C'est là que les fortes chaleurs vont s'installer pour ces prochaines heures. Donc demain matin, très grand contraste. 9 à Brest et Cherbourg. Dans le même temps, il en fera déjà 22 du côté de Nice. On attend 16 à Lyon, 15 degrés à Paris, tout comme à Bordeaux, 13 à Lille et Strasbourg. Dans l'après-midi, regardez les températures sur le sud-est. 37 à Montélimar, 36 à Marseille, 34 sur le golfe du Lion. En Corse également, il fera 31 à Toulouse, 32 à Lyon, 25 à Paris et 19 pour Brest. Votre lundi s'annonce très ensoleillé, toujours
petite dégradation orageuse possible quand même sur les reliefs. Les températures seront globalement stationnaires. C'était la météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. C'était la météo avec Tendre Plus. Tendre Plus, prenons goût au bon moment. C'était la météo avec Murprotec, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs. L'actualité à 16h30 sur BFM TV. Lysychansk, encerclé ou non, les séparatistes pro-russes affirment que c'est le cas, mais l'armée ukrainienne, elle, le dément. Et au sud, après les frappes russes sur Odessa qui ont fait au moins 21 morts, Volodymyr Zelensky dénonce un nouvel acte de terreur délibéré. Les détails dans ce journal. Une trentaine de manifestations pour le droit à l'avortement ont lieu aujourd'hui dans plusieurs villes de France. À Paris, le cortège doit arriver au Trocadéro. Environ 1 millier de personnes est présente sur place selon nos reporters. Pourquoi cette mobilisation? Nous sommes sur place dans un instant avec Sonia Carnero en Tunis. Les premiers départs en vacances pour ce début juillet, selon Bison Futé, c'est orange au niveau national dans le sens des départs. Est-il possible de faire de longs trajets avec un véhicule électrique? Focus dans cette édition. Mais tout d'abord, ces déclarations contradictoires. Les séparatistes soutenus par l'armée russe affirment avoir totalement encerclé la ville ukrainienne de Lysychansk dans le Donbass, à l'est du pays, une ville clé au cœur d'intenses combats ces derniers jours. Faux, dit l'armée ukrainienne. Patrick Martin-Jeunier est toujours avec nous, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Que faut-il comprendre de cette guerre de communication au sujet de cette ville clé de Lysychansk? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut rien céder, notamment sur le plan militaire, mais ne rien céder sur le plan de la communication. La communication, je dirais, la propagande en guerre est quand même très importante. C'est-à-dire que sur le plan psychologique, il est très important de dire qu'on ne cède pas un pouce sur le terrain. Il est stratégique pour les Russes et les forces séparatistes de dire qu'ils ont pris cette ville, Lysychansk, qui, comme vous savez, est en face de Sévierodonetsk et présente un aspect stratégique très important. C'est un nœud ferroviaire, il y a des gares. C'est un nœud de liaison, il y a beaucoup de population, c'est très important. Donc il est essentiel pour eux de dire qu'ils vont conquérir parce que Vladimir Poutine veut continuer à assurer une victoire aux Russes. Il veut dire qu'il a réussi à conquérir l'ensemble du Donbass, ce qui n'est manifestement pas le cas car ils ont des grosses difficultés sur le plan des matériels. Autant il est facile de terroriser, de bombarder, de mettre une ville sous un déluge de feu, autant il est extrêmement difficile de maîtriser cette ville. Par ailleurs, pour les Ukrainiens, on sait qu'ils rencontrent également de grandes difficultés. Ils résistent héroïquement, mais on sait qu'ils perdent entre 200 et 300 personnes par jour, des militaires, des soldats, des femmes et des hommes, et donc c'est très important. Mais psychologiquement, c'est important de démentir les informations qui sont données de façon unilatérale par les forces séparatistes russes. Donc il est important aussi qu'ils disent qu'ils tiennent le terrain, même si on sait qu'il y a des combats de rue et que cette ville est soumise à un déluge de feu. C'est essentiel pour la bataille de communication et pour dire aussi que les Ukrainiens continuent à tenir. C'est aussi la crédibilité vis-à-vis de l'Occident qui continue à acheminer des armements sur place. Justement, alors on rappelle qu'il y a également eu des frappes sur Odessa avec un dernier bilan de 21 morts, 38 blessés, des civils qui ont notamment été visés. Vous parliez de la livraison d'armes. Volodymyr Zelensky a notamment appelé à de nouvelles livraisons d'armes pour continuer à résister. Le Pentagone a fait la liste d'une nouvelle contribution de 820 millions de dollars comprenant des missiles, des obus, des équipements de défense antiaérienne. Il faut continuer d'envoyer des armes à l'Ukraine. Je crois que c'est l'issue de cette guerre. C'est effectivement essentiel, c'est stratégique. Il ne faut absolument pas abandonner cette livraison. C'est de cela dont dépendra l'issue de la guerre. Et naturellement, les Américains, les Occidentaux, les Britanniques également continuent à faire parvenir des armements. C'est aujourd'hui la grande difficulté, car en fin de compte, on voit aussi que du côté ukrainien, on déplore le fait que ce matériel militaire arrive assez doucement, modérément sur place. Non seulement il faut livrer, il faut s'assurer de la sécurité de ce matériel et enfin il faut former le personnel qui doit utiliser ce matériel qui est très efficace. Mais il n'y a pas d'autre solution. Volodymyr Zelensky l'a dit, l'issue de la guerre dépendra effectivement de l'effectivité de l'arrivée sur le terrain de ces armements. Et quelle est la stratégie opérée, en tout cas pensée par Moscou dans le sud? On parlait d'Odessa. Le député ukrainien d'Odessa, Oleksiy Goncharenko, était notre invité tout à l'heure. Au moment de ce frappe, j'étais au sommet de l'OTAN à Madrid, mais maintenant je suis à Odessa. Ma famille a entendu ce frappe, cette grande explosion. Et c'est absolument une frappe barbarique parce que nous avons 22
victimes. Un, c'est un garçon de 2 ans. Et toutes les victimes sont civiles, les gens civils. Il n'y a pas de rien objet militaire dans cette région. Et c'est comme acte de terreur de Poutine et aussi peut-être comme acte de revanche après la Russie a perdu l'île de Serpent à la mer Noire et après ça peut-être comme leur revanche ils ont décidé de tuer les gens civils à près de décembre. Une revanche des Russes, donc sans doute. Est-ce que vous pouvez nous décrire le quartier qui a été visé? C'est absolument terrible parce que c'est le grand immeuble résidentiel de 9 étages qui sont détruits et aussi ces 2 bases pour les enfants. Et aujourd'hui, un de ces bases doit recevoir beaucoup de garçons sportsmen de football. Et si cette attaque était réalisée aujourd'hui, le numéro de victimes, le nombre de gens qui sont tués peut être beaucoup plus grand. Est-ce que vous avez la crainte que les forces russes n'envahissent Odessa, puisqu'on sait que c'est l'une des cibles vraiment de Moscou? Bien sûr, Odessa, c'est un des grands objectifs pour Poutine, peut-être pour aujourd'hui le plus grand objectif, parce qu'il ne peut pas prendre Kiev. Je pense qu'il a réalisé ça, mais pour Odessa, c'est la possibilité pour Poutine avoir quelques succès stratégiques, c'est coûter l'Ukraine de mer et aussi se faire le couloir à Transnistria, qui sont les régions occupées avec la Russie, de la région de la Moldavie, qui sont occupées avec la Russie. Et aussi, Odessa, c'est la plus grande ville au bord de la mer Noire. C'est la question de la contrôle de la partie nord de mer Noire. Patrick Martin-Genier, est-ce que ces frappes russes à Odessa, c'est, comme le dit le député Goncharenko, une vengeance par rapport à la perte de l'île aux serpents? Ah oui, manifestement, c'est le cas. D'ailleurs, les Russes sont d'une parfaite mauvaise foi. Ils disent qu'ils quittent volontairement dans un geste de pacification cette île. En réalité, ils ont été boutés hors de cette île aux serpents. Et donc, manifestement, c'est une volonté de vengeance. Oui, ils veulent se venger. Ils ne veulent pas renoncer à leur politique de terreur. Certains diraient du terrorisme. En effet, le fait de bombarder Odessa, comme l'a dit le député Goncharenko, c'est effectivement un acte de vengeance. Mais c'est bien aussi pour montrer qu'ils ne renoncent pas à terroriser la population. Cela a été dit sur un immeuble, ça peut toucher des terrains de sport, des centres de loisirs. Donc c'est une violence aveugle qui touche délibérément les civils. Et donc ce sont des crimes contre l'humanité et ils ne renonceront pas car, vous savez, on parle ici et là de négociations. En réalité, il est hors de question de négocier quoi que ce soit tant que Vladimir Poutine fera sa politique de terreur. Il veut continuer. Il veut aussi déstabiliser la région d'Odessa. On a parlé de la Transnistrie, la Moldavie. Eh bien, les Russes veulent montrer aussi qu'ils ne renoncent pas à long terme, même s'ils n'en ont pas les capacités militaires, à déstabiliser et à contrôler cette partie de la région d'Ukraine. Merci pour votre analyse, Patrick Martin-Genier, cet après-midi sur BFM TV sur cette situation en Ukraine. On en vient à présent à cette trentaine de manifestations pour défendre le droit à l'avortement en France, dont celle de Paris. La mobilisation qui se poursuit une semaine après la révocation du droit fédéral à l'IVG par la Cour suprême américaine. Sonia Carneiro, Antunes, on vous retrouve. Vous êtes à Paris, dans le 16e arrondissement, au point de rendez-vous final de cette manifestation, cette mobilisation nationale. C'est place du Trocadéro. Exactement, la manifestation qui touche à sa fin. Nous sommes arrivés aussi au Trocadéro et j'ai rencontré 2 amis. J'ai rencontré Chantal et Nathalie et je suis tombée sur cette pancarte. Regardez, mes filles seront libres. Nathalie, pourquoi ce message ? Bonjour, avec mon ami aujourd'hui, on s'est retrouvés sur Paris et il se trouve qu'à nous 2, on a 5 filles, c'est beaucoup. Et on se questionne pour leur avenir et on voudrait vraiment qu'elles puissent grandir dans un monde où elles puissent être libres, faire des choix avec toute l'information dont elles disposent et pour être vraiment des adultes libres en toute conscience. Vous avez peur qu'on régresse en France concernant ce droit à l'IVG ? Oui, c'est vrai que pour le moment, on est
peu concernés par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, mais les États-Unis, c'est un grand pays normalement de liberté et on en arrive à marcher encore pour ses droits fondamentaux. Donc oui, il faut continuer à se battre et en solidarité déjà pour les femmes dans le monde entier qui sont concernées par ça. Voilà. Vous avez remarqué, il y a beaucoup d'hommes dans ce cortège. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben moi, je suis ravie et je veux aussi le dire là, vraiment un message d'unité et de paix, de rassemblement. L'IVG concerne tous les êtres humains, hommes et femmes. Les hommes ont leur part de responsabilité. Les femmes payent les conséquences aujourd'hui, mais ça concerne tout le monde. Et le droit des femmes, c'est surtout et avant tout le droit des êtres humains. Alors la paix et l'unité pour tous les droits de tous les êtres humains. Merci beaucoup Nathalie et Chantal. On le rappelle, plusieurs collectifs, plusieurs associations ici rassemblées. Le collectif notamment qui a appelé à manifester aujourd'hui, avortement en Europe, les femmes décident, demande notamment l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution française. Merci Sonia Carnero en Tunis avec Amine Mohamed sur place dans le 16e arrondissement de Paris pour BFM TV. La politique à présent, week-end intense de tractation avant l'annonce du nouveau gouvernement Borne. Un remaniement est attendu en début de semaine prochaine. Notre invité Manon Aubry, bonjour, merci d'être avec nous, députée européenne La France Insoumise. Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier, vous, de ce casting pour le nouveau gouvernement ? Sur le fond, Emmanuel Macron comme Elisabeth Borne ont déjà indiqué la couleur. Il y aura peut-être ci et là quelques changements de tête, notamment ceux qui ont perdu avec perte et fracas aux élections législatives. On pense notamment à Amélie de Montchalin. Mais le cap politique, il a été donné par le président de la République et la première ministre. Manifestement, ils ne tiennent pas compte de la déconvenue qu'ils ont connue dans les urnes aux dernières élections législatives. Et ils semblent vouloir poursuivre les réformes qui sont les leurs, à commencer par la retraite à 65 ans, même si malheureusement, elle est loin d'être majoritaire dans le pays. Et ceci explique aussi qu'il y a une opposition en nombre, et en tout cas en plus grand nombre à l'Assemblée nationale. Donc, si vous voulez, on peut commenter longuement. Peut-être qu'il y aura... ils vont réussir à décrocher une personne chez les Républicains. Je ne sais même pas s'il y a encore des personnes qui veulent les rejoindre depuis les Républicains. Mais au fond, ce qui compte, c'est pas tant le casting individuel que l'orientation politique et la manière de gouverner. Et de ce point de vue-là, la demande que nous faisons à Elisabeth Borne, c'est de se soumettre, comme tous ses prédécesseurs l'ont fait, à un vote de confiance à l'Assemblée nationale qui permettra de donner un cap et de lancer ce nouveau quinquennat, en tout cas du côté de l'Assemblée nationale. Vous évoquiez les Républicains qui ont rejoint Renaissance. Concernant l'affaire Damien Abad, par exemple, doit-il, selon vous, être écarté du nouveau gouvernement, ou alors maintenant qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour tentative de viol, est-ce qu'il doit rester, est-ce qu'il doit partir ? Je crois que c'est une évidence. Je me souviens qu'Elisabeth Borne avait dit elle-même, si j'ai plus sa phrase exacte, mais si de nouveaux faits étaient portés à sa connaissance, et notamment s'il y avait une enquête judiciaire qui était ouverte, alors il devrait quitter ses fonctions. Donc de toute évidence, nous le disons depuis le début au vu de la gravité des faits, et ça l'est d'autant plus maintenant avec l'ouverture de cette enquête judiciaire. Et Elisabeth Borne doit prendre cette décision. D'ailleurs, Damien Abad aurait dû la prendre de lui-même, pour être honnête. Il aurait dû démissionner de son poste. Il aurait été aussi plus à l'aise pour se défendre dans cette enquête. Et puis je crois que ce serait aussi davantage prendre la parole des femmes au sérieux, et un signal envoyé à toutes les femmes de ce pays que, y compris le gouvernement, prend la parole des femmes au sérieux. C'est un enjeu majeur qui relève du symbole pour toutes les femmes victimes de violences sexuelles, mais aussi, je crois, d'un devoir d'exemplarité en politique dont ce gouvernement, malheureusement, est déjà entaché. Damien Abad qui nie les faits, il y a évidemment cette enquête, mais il y a aussi bien sûr la présomption d'innocence à ce stade concernant Damien Abad. Un mot aussi sur la loi pouvoir d'achat qui va bien sûr être examinée à l'Assemblée. Ce sera un test important pour le gouvernement, le premier test important pour ce nouveau gouvernement ? Oui, vous savez dans quelle mesure ce sera un test ? Ce sera un test pour savoir si le gouvernement s'entête à faire ces réformes qu'il a décidées lui, en pratique quelques chèques par-ci par-là qui seront toujours bons à prendre, mais qui ne régleront pas le problème dans leur entièreté. Je ne sais pas si vous en avez parlé sur l'antenne de BFM, mais j'avais été assez frappée par notamment cette interview d'Édouard Leclerc qui disait que il pensait qu'au moins la moitié de l'augmentation des prix était due à des raisons suspectes, non transparentes, pour reprendre ses mots exacts. Et je crois que c'est lié
à une opération de spéculation, à une boucle en économie qu'on appelle profit, augmentation des prix. Et si on veut prendre le problème à la racine de l'augmentation des prix dans notre pays qui frappe les plus pauvres, alors il faut s'attaquer au problème à la racine, à la fois du côté de l'accumulation des marges, des profits d'un certain nombre de distributeurs et de producteurs alimentaires, et de l'autre, s'assurer que ces prix sont bloqués pour les besoins de première nécessité, que votre plein d'essence, qui est maintenant à 2 € du litre, retombe à moins d'1,50 €, que le prix des pâtes, du riz qui a augmenté de plus de 20% jusqu'à 40%, eh bien, ce soit aussi bloqué au prix avant l'augmentation. Pour moi, c'est le plus urgent si on veut éviter une hémorragie. Et ensuite, on se pose les questions de remettre une économie au service du plus grand monde. Mais dans l'immédiat, là, pour cet été, je crois que c'est la première priorité. Au-delà des clivages politiques, c'est un test pour le gouvernement. On va voir s'ils entendent ce cri du cœur de millions de Français qui ont du mal à terminer leur fin de mois. Merci Manon Aubry d'avoir répondu à nos questions cet après-midi sur BFM TV. Je rappelle que vous êtes eurodéputée La France Insoumise. 16h44, premier week-end de vacances pour les chanceux qui ont déjà fini l'école. Bison Futé annonce au niveau national un trafic, vous voyez, orange dans le sens des départs et vert pour les retours. Restez avec nous sur BFM TV dans un instant. La situation en Ukraine, avec notamment la ville de Lysychansk qui est visée par de nombreux bombardements russes, et les séparatistes pro-russes qui déclarent que la ville est encerclée, ce que dément l'armée ukrainienne. On va y revenir en détail dans un instant. À tout de suite. Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime? Mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter. Et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vais vous montrer comment faire un devis, rien de compliqué. Vous allez sur le site commejaime.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. En quelques minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Alors rendez-vous sur commejaime.fr. commejaime.fr. I got this feeling inside my bones. It goes away, wetter than a turn it on. Woo! Nothing I can see but you when you I can't stop the feeling. Dance, dance, can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Bonjour. Merci. So just dance, 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 I can't stop the feeling. Service à table, McDrive et livraison, à chacun son service. Dans quelques secondes, mon cousin va croire qu'il rêve encore. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot sensationnel de près de 210 millions d'euros. XXL Maison, mobilier design et décoration. Ça fait 70 ans que Sofinco est à vos côtés. Aujourd'hui, pour vos projets de rénovation ou l'achat d'une voiture plus respectueuse de la planète, on continue d'avancer avec vous. Et ça, c'est smart. Alors, pour tous vos projets, en ce moment avec Sofinco, bénéficiez d'un prêt de 12 000 € pour 190 € par mois sur 72 mois. Contactez-nous au 3005 ou sur sofinco.fr. Sofinco, vous donnez de l'avance. Découvrez la nouvelle recette signature by McDonald's. Mozzarella fior di latte et sauce au pesto. Et en ce moment, savourez nos wavy fries disponibles dans tous nos menus. Dans quelques secondes, mon cousin va croire qu'il rêve encore. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot sensationnel de près de 210 millions d'euros. RMC en mode Tour de France. Ah, c'est bon là, j'ai la forme. Ça va être énorme ce Tour de France. Tour de France, c'est un sport de commando. N'oublie pas que c'est toi qui es le leader et c'est toi qui dois emmener le groupe. Hein. Allez, on augmente le rythme. Allez, Christophe, allez. Mais je suis à fond, je te dis, je suis à fond. Vous allez pédaler, nom de bleu, vous allez pédaler.
Allez, t'as toute l'équipe derrière toi. 100% des étapes du Tour de France en intégralité jusqu'au 24 juillet. Pédalez plus vite, allez. À vivre en direct sur RMC. 16h48 sur BFM TV. À la une, la situation en Ukraine. Au moins 21 personnes ont été tuées dans des frappes sur les immeubles de la région d'Odessa. Les séparatistes pro-russes disent avoir encerclé Lysychansk, ce que dément l'armée ukrainienne. Quelle est la stratégie russe? Les explications dans un instant. Un vol sur 5 annulé à l'aéroport de Roissy en ce jour de départ en vacances. Grosse perturbation depuis ce matin. La situation qui s'améliore quelque peu. Les grévistes demandent notamment des augmentations de salaire. La guerre en Ukraine et dans l'est du pays, les séparatistes pro-russes qui disent avoir encerclé la ville de Lysychansk où de violents combats se poursuivent, ce que dément l'armée ukrainienne. Quant aux habitants de Sévérodonetsk, juste de l'autre côté du fleuve, ils tentent de survivre sous l'occupation russe. Elisa Tranin. Faire la vaisselle à la main dans une bassine, dormir sous une toile tendue à défaut d'avoir un toit. La vie à Sévérodonetsk s'organise, sans eau courante, sans électricité. Ces familles font partie des rares qui sont restées. Elles vivent désormais dans des sous-sols ou des logements délabrés. Comparé au bombardement, on peut dire que c'est calme maintenant. Vous essayez simplement de vivre avec ce que vous avez vu, mais c'est extrêmement dur et effrayant. Pas d'eau, pas de lumière. L'avenir le plus proche est effrayant. Il n'y a pas encore de raison d'être optimiste. Les forces russes se sont emparées de Sévérodonetsk la semaine dernière, après des semaines de combats acharnés. Malgré l'occupation ennemie, certains habitants se disent soulagés. Au moins le calme est revenu. Nous dormons maintenant tranquillement. Des courses ont été apportées. Les soldats nous ont aidés avec du pain. L'armée du Kremlin tente désormais de s'emparer de la ville voisine Lysychansk, dernier bastion de résistance dans la région de Lougansk. Les bombardements pleuvent de jour comme de nuit. Svetlana et son mari ont pris l'habitude de se cacher dans ce bunker. Un soldat ukrainien vient leur apporter un peu de nourriture. Oh, du pain! Je n'avais pas vu de pain depuis longtemps. J'en ai fait moi-même, mais je n'ai plus de farine maintenant. Des dizaines de personnes fuient chaque jour Lysychansk. Nina a trouvé refuge dans un camp de Dnipro avec sa fille de 3 ans. La ville de Lysychansk n'existe plus. Elle a pratiquement disparu de la surface de la terre. Il n'y a plus de centre de distribution d'aide humanitaire. Il a été touché. Le bâtiment n'existe plus, comme beaucoup de nos maisons. Je suis restée presque jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce qu'ils atteignent le centre qui abritait l'aide humanitaire. Il a été détruit. Il y a eu beaucoup de victimes. J'étais parmi elles. J'étais couverte de gravats. Les gens m'ont aidée à me déterrer. Village après village, les Russes avancent. Leur prochain objectif serait de prendre le contrôle de la raffinerie de Lysychansk. Les observateurs internationaux sur place ont noté un renforcement des capacités blindées russes et une intensification des frappes aériennes autour de la ville. Une vague de chaleur inédite frappe le Japon depuis près d'une semaine. On l'a vu notamment avec le match de rugby entre le Japon et la France. Les températures avoisinent par endroits les 40 degrés à l'ombre. Maxime Marie. Ils sont des milliers à avoir eu la même idée. Venir se rafraîchir à la piscine pour échapper quelques instants aux chaleurs étouffantes. Il a fait très chaud pendant plusieurs jours d'affilée. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Il fait vraiment très chaud cette année. Et la piscine, c'est rafraîchissant et ça me fait du bien. Depuis plus d'une semaine, la région de Tokyo est frappée par la canicule. À l'ombre et à l'abri du vent, il fait déjà plus de 40 degrés. Au soleil, cette chaleur fait fondre les aliments en quelques instants. Les Tokyoïdes sont donc obligés de s'adapter. On a dû congeler notre repas et nos boissons hier soir pour pouvoir les apporter ici. Des températures jamais vues depuis 147 ans sur l'archipel. Alors, dans ce centre aquatique, l'affluence bat des records. Dans le passé, on n'a jamais vu autant de monde durant le mois de juin. Cette année, on a même ouvert le parc plus tôt, comme on avait fait il y a 4 ans. Mais à l'époque, il ne faisait pas aussi chaud. Chaleur étouffante dehors et dans les bureaux, on s'adapte comme on peut. Store baissé et lumière éteinte, même les ascenseurs sont à l'arrêt. Objectif, rationner l'électricité pour permettre aux climatiseurs de fonctionner. Apparemment, il doit faire au maximum 28 degrés dans une pièce pour pouvoir y travailler. Alors on fait tourner nos climatiseurs pour atteindre ces 28 degrés. On a aussi l'habitude l'été d'enlever nos vestes, mais c'est vrai que d'être obligé d'éteindre les lumières, ça c'est vraiment la première fois. Ici, la population n'espère désormais qu'une chose, que les prévisions météo qui annoncent une baisse des températures à la fin du week-end se révèlent exactes.
Merci de nous avoir suivis cet après-midi. Tout de suite, 7 jours BFM avec Léopold Audebert. Il s'agira notamment de la situation à Lysychansk, encerclée ou pas selon les versions pro-russes ou ukrainiennes. Il en parlera dans quelques instants. Bonne fin d'après-midi sur BFM TV. Bonne fin de journée, à demain.